Épisode 3 du Torque Podcast. Nos coups de cœur de l'année 2021. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on va vous parler de nos coups de cœur 2021. Pendant l'année, c'est sûr et certain, on n'a pas la chance d'essayer tous les modèles puis faire vraiment un top 3 de chaque catégorie. Mais on va couvrir un peu, quand même, pas mal toutes les catégories. Puis on va vous dire nos coups de cœur selon nos essais qu'on a eus dans l'année. Oui. Des fois, on va déborder un petit peu, c'est sûr et certain, dans des modèles 2022 parce que celle-là, ça fait déjà quelques mois qu'on a accès à des modèles 2022. Et aussi, au début de l'année, on était avec des modèles 2020 à cause des retards qu'il y a actuellement dans l'industrie. Fait qu'on va jouer là-dedans aujourd'hui. Oui. On va commencer avec notre première catégorie. Donc, Jules, la voiture la plus abordable qu'on a aimée. Ben c'est plus la section abordable, on pourrait dire. Il y en a plusieurs qui disent qu'on n'essaie pas souvent des véhicules qui sont abordables. Premièrement, juste pour se justifier, je pourrais dire que la plupart des modèles qu'on a sont bien équipés, puis il y a une raison pour ça. Les manufacturiers veulent qu'on essaye tous les équipements. C'est rare qu'ils vont mettre des modèles de base, tout ça. C'est sûr certains qui veulent qu'on essaye la plus grosse écran, les sièges chauffants, tout. C'est pour ça que les modèles montent souvent en haut de 35-40 000. C'est rare qu'on ait des modèles en bas de ça. Mais un coup de cœur qu'on a eu qui était plus, disons, normal pour le budget de Monsieur Tout-le-Monde. On a bien aimé la Nissan Sentra SR à boîte manuelle. Oui, c'est important de le dire à boîte manuelle parce qu'il y avait une grosse différence entre automatique et manuel. On a vu beaucoup de commentaires sur Internet et tout. Puis nous, quand on a essayé la manuelle, on a vraiment trippé. Puis le véhicule était beau aussi. Tu sais, c'est un petit véhicule compact. Puis tu rentrais dans le véhicule aussi. On avait été surpris cette fois-là pour un plus petit véhicule. Oui, mais je trouvais que c'était un bon véhicule, comme un premier véhicule pour quelqu'un qui était passionné, sans être dur sur le budget, tout en ayant un véhicule qui était neuf. Alors, si on veut apprendre à conduire avec une boîte manuelle, c'est un très bon véhicule pour ça. Une bonne boîte manuelle, 100 fois mieux qu'avoir une boîte automatique CVT. Voiture qui était économique, spacieuse, pratique, bon coffre, bon espace en dedans, tout ça. Puis une bonne dynamique de conduite. C'est pas pour rien que maintenant, ils utilisent vraiment les Sentra dans la coupe Sentra maintenant. Une coupe qui encourage vraiment les jeunes pilotes au Canada. Fait qu'il y a une version de course de ça. Fait que c'est cool. On peut voir comment que le véhicule peut être poussé aussi de ce côté-là. Puis c'est un véhicule aussi que quand on débute, qu'on peut exploiter presque au maximum parce que c'est un véhicule qui n'est pas très puissant, mais on peut aller chercher des bonnes performances avec la boîte manuelle. Oui, exactement. Puis juste pour rappeler, de base, il partait dans les 20 000 $. Puis nous, le modèle qu'on avait eu à l'essai, qui était super loadé, comme tu expliquais au début, il était un petit peu plus de 25 000 $. Fait que, ça restait abordable de nos jours pour un véhicule neuf. Fait que de ce côté-là, c'était bien. Puis aussi, encore une fois, quand on l'utilise tous les jours, on peut avoir une bonne économie d'essence. Fait que on aime ça que des manufacturiers comme Nissan puissent offrir des véhicules encore avec une boîte manuelle. Fait que ça vient de plus en plus rare. Fait que c'est un de nos coups de cœur. Oui. Maintenant, le VUS abordable. Dans la catégorie des VUS abordables, on a beaucoup aimé le Kia Seltos. Oui, Seltos qui venait rentrer un peu dans cette catégorie-là. Il était très agressif. Je pense qu'une des seules choses qui manquait dans le Seltos, c'était vraiment le haillon arrière électrique, là. Mais il était confortable, des sièges chauffants à l'arrière, les petits rideaux, beaucoup d'équipements, fun à conduire. On a eu des petits troubles avec la transmission, mais comment je pourrais dire, c'était, tu sais, à comparer du Volkswagen Taos ou même du Chevrolet Trailblazer. Trailblazer était très intéressant comme choix, pas aussi équipé, pas aussi confortable pour le prix que le Seltos. Oui, il faut dire que Kia, habituellement, sont assez agressifs. Ils fournissent des véhicules super équipés. On n'a pas beaucoup de choix d'options quand on monte les véhicules Kia, mais ils viennent super équipés puis pour vraiment pas cher. Fait que c'est assez agressif. C'est pour ça qu'on retrouve le Seltos ici. Fait que c'est un peu une catégorie qui est vraiment de plus en plus populaire. Ils appellent ça les VUS sous-compacts. Puis je trouvais que, encore là, quand on avait été au dévoilement à Montréal,
Le design dedans est cool. Les speakers, il y a une espèce de forme 3D dedans, tout ça. Puis je trouvais qu'ils se démarquaient des autres. Puis surtout dans les VUS, souvent, ils sont tous pareils. Ouais. Il y avait des petits détails sur le Seltos qui faisaient une différence des autres. Oui, ils se démarquaient des autres. Dans les VUS compacts, toi, tu as eu un coup de cœur pour le Ford Bronco Sport. Oui, encore là, on parle de VUS, ils se ressemblent tous de plus en plus. Puis je crois que le Bronco Sport venait changer l'attitude, littéralement. Puis je vais être franc avec vous, je m'attendais à rien. Je m'attendais vraiment à une espèce de Ford Escape carré. C'est ça que je m'attendais du Bronco Sport. Mais il y a une bonne différence entre un Escape puis un Bronco Sport. Je suis content de ça. Puis si vous ne savez pas, l'Escape et le Bronco Sport sont faits sur la même plateforme. Ils ont les mêmes motorisations, etc. Pas exactement toutes les mêmes motorisations, mais la plupart. C'est sûr et certain que nous, on a essayé ceux qui étaient très bien équipés avec le 2 litres. Puis tout le monde dit que quand il n'y a pas le 2 litres, il n'est pas super. Fait qu'on n'a pas essayé celui avec le 1.5 litres. Mais c'est un véhicule que j'aime l'attitude Bronco. On n'a pas eu la chance de conduire le vrai Bronco. Ça s'en vient bientôt cet hiver. Mais le dedans était très beau. Ça me rappelait un peu style King Ranch dans le passé. Il y avait beaucoup de trucs pratiques. Les tapis. Tout est facile à nettoyer. Le toit surélevé pour entrer les vélos. Oui, aussi. Il y avait beaucoup de détails pensés. On avait le petit opener à bière dans la valise. Il y a plein de détails, le fun. Je trouve que c'est vraiment un VUS qui vient... Il est plus cool que la majorité des autres VUS, mais il n'est pas aussi hardcore qu'un Jeep, que souvent on trouve qu'il va opérer beaucoup plus en route que sur la route. T'sais. Les Wrangler et compagnie, on trouve des fois ça va pas super parfaitement comme agrément de conduite sur la route normale, mais le Bronco, il vient vraiment, je trouve, un peu boucher ce trou-là. Il vient être le fun sur la route autant qu'avec tout ce qu'il y a. Puis en dedans, je trouve qu'il y a plusieurs trucs pratiques qui venaient répondre aux besoins, surtout comme nous. On est un petit peu tout le temps un petit peu dans des chemins un petit peu plus rough. On utilise gros des caméras, des GoPro. Il y avait des places pour mettre des perches à GoPro. Il y avait une place pour mettre un energy drink. Il y avait plein de places pour mettre mon cellulaire ou la recharger. Je trouve que c'est super pratique. De ce côté-là, c'était confortable, il était économique. Il était capable en route. C'était vraiment une espèce de couteau suisse qu'on peut utiliser tout le temps. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé le Bronco Sport. Oui, moi aussi. Catégorie, ça je l'aime, la catégorie des sleepers. Fait que les véhicules qui ont l'air de rien, mais qui en ont dedans. Ça, on peut faire une longue liste de ça, mais on a mis 3 choix en particulier. Oui. On avait le X4M, le GLA AMG, puis le Durango Hellcat. Bon, Durango Hellcat, on va commencer avec celui-là. C'est sûr et certain que si vous nous suivez, vous savez qu'on est amateur de moteur Hellcat. C'était pas une surprise, mais c'est un véhicule qui est tellement rare, tellement pas connu, juste 2000 unités jusqu'à présent. Je ne sais pas s'ils vont en faire plus l'année prochaine, mais c'est pas parti pour ça. Quand on s'est promené avec ça, il y a personne qui a fait comme « Oh, wow, c'est un Durango Hellcat, c'est un monstre, ça a 710 HP. » Quand on avait le Trackhawk était sleeper, mais les gens savaient c'était quoi. Ils voyaient les calipers jaunes, la couleur spéciale. Le Trackhawk a fait sa réputation. Fait que les passionnés savent c'est quoi. Mais le Durango, même les passionnés, s'ils ne voient pas le logo, il est très dur à reconnaître de loin. Puis ça a l'air aussi d'un camion qui est familial. Il est agressif, le Durango, mais on peut emmener jusqu'à 7 passagers. Un ultime sleeper, c'est sûr et certain. On peut faire des bonnes surprises à une lumière rouge avec ça. Même on peut aller à la piste de drag, on peut en surprendre plus qu'un. Puis il est aussi rapide, c'est pas plus rapide que le Trackhawk. Fait que ça, c'était très très cool. Fait que tu peux aller à la piste de drag le week-end, puis la semaine aller porter tes enfants à la garderie avec le même véhicule. Ouais. C'était assez intense. Puis encore une fois, à cause que c'est vraiment un sleeper, c'est quelque chose que il flash pas. C'est pas que la police va pas vous en remarquer. Fait que lui, ça a tout un moteur où on va le surveiller. Surtout s'il n'y a pas une couleur qui flash. Véhicule extrêmement rapide. Puis il y a des gens aussi qui aiment ça. Ils aiment ça être undercover. Puis en même temps, ils sont passionnés de véhicules. Puis avec ça, on flash pas trop. Oui. Ensuite, le GLA AMG.
GLA AMG, 45 AMG, VUS sous-compact, Pocket Rocket, hatchback. C'est un véhicule tellement étrange. Moi, personnellement, je le trouve pas beau. Je le trouve pas attirant. Mais il est le fun. Mais il est super le fun à conduire. Ah oui. C'est un AMG, c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment comme un petit véhicule de rallye. Un petit moteur qui développe beaucoup d'HP pour la cylindrée. Ça pop, la direction est malade. Dedans, un peu en Suède, le Dynamica. Dedans, super beau. Mais c'est comme un hatchback un peu plus gros lifté. Encore une fois, moi, il est pas VUS, puis il est pas comme un hatchback comme une Golf GTI, mais il était tellement le fun à conduire. C'était vraiment comme... C'était une petite bombe. C'est une petite bombe très chère, elle coûtait très cher, là, dans les 75 000 et plus. Là. Faut être extrêmement passionné pour acheter ce véhicule-là. Puis en plus, on n'avait pas la version full equip. Il y en a qui viennent avec des gros ailerons, des gros splitters en avant. Là, vraiment un peu style Fast and Furious. Là. Mais un véhicule, un de mes préférés à conduire, littéralement. C'est un des seuls que j'étais comme, wow, c'était tellement le fun à conduire. Puis quand on le regarde de l'extérieur, on fait comme, c'est comme un... Tu sais, Mercedes, ils ont tellement de modèles, tellement de classes de modèles. Des fois, c'est pas leur plus beau, là. les gens viennent perdus un peu dans tous leurs modèles. Puis celui-là, c'était vraiment une surprise parce qu'il était le fun à conduire. Oui, mais on dirait que tu t'attendais à rien, justement. Je m'en souviens, quand tu t'en venais avec le véhicule, t'es comme, il est comme laid ou beau, je le sais pas, je suis pas sûre, mais il est vraiment le fun. Il est vraiment le fun à conduire. Puis il pétait fort aussi, on l'entendait, là. Oui, c'était vraiment un petit véhicule de rallye. Oui, il était bien le fun à conduire. Comme tu dis, un peu plus cher, mais pour un passionné qui veut quelque chose de différent des autres, ça, c'est un bon choix. La facture est dure à avaler. Bon, l'autre, le premier qu'on a parlé, le X4M. Compétition. Un autre véhicule que j'ai sous-estimé, je m'attendais à rien. Je me dis, tu sais, c'est une version M compétition comme les autres. C'est comme, ça va être une version détounée, un peu moins fort qu'un X5 ou un X6M, qu'eux autres, on tombe dans des V8 biturbo. Là, on tombe vraiment dans le 6 cylindres là, en ligne turbo, un peu comme qu'on retrouve dans la Supra ou les M4, ces choses-là. Tellement rapide. C'est peut-être, je pense, celui qui a fait le 0-100 le plus rapide de toute notre saison 2021. Ça faisait le 0-100 en 3 secondes flat. Ça décollait, c'était l'enfer. Même là, j'ai eu une petite surprise à un moment donné quand je l'ai poussé dans une courbe. On n'en parlera pas trop. Oh non! Mais je l'ai sous-estimé parce que il est moins large, il est moins long qu'un X5 ou un X6. De ce côté-là, quand on le pousse dans une courbe, très agressif, très rapide. On n'a pas le gros V8 en dessous du capot, mais il est tellement rapide. Peut-être que sur l'autoroute, je pourrais dire à haute vitesse, je n'aurais pas dit sur l'autoroute. à haute vitesse, le V8 va passer. Quand on tombe dans des 150, 160, 200 km/h sur la piste de course, bien sûr. On s'entend qu'on ne conduit pas à ces vitesses-là sur l'autoroute, là, ceux qui nous peut-être que, on va se le dire, on va être franc avec vous, là. Tout gars de char a un passé un peu de street racer. Fait qu'on a toujours un peu la notion, si je serais sur l'autoroute, si je serais de 0 à 100, si je serais au drag, si je serais sur la piste de course. C'est comme ça qu'on a une espèce de jeune qui veut pas, qui s'est énervé quand il était plus jeune. C'est comme ça que moi, je fais mon analyse dans ma tête. Quel véhicule qui est rapide? Puis où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Il ne faut pas oublier, je viens quand même de Napierville. Puis, il y a une piste de drague là-bas. C'est reconnu pour la piste de drague. Fait que, quand on était jeune, c'était la piste de drague qui était vraiment notre benchmark. Fait que, c'est sûr et certain qu'on a tout le temps l'espèce... Moi, j'ai toujours le racer dans ma tête, un peu comme ça. Mais X4M, là, même les gens ne connaissent pas ça. Ça a l'air d'un petit VUS de petite madame, là. Ah oui, vraiment. Puis, écoutez, moi, je trouve ce véhicule-là, il est tellement intense, il pourrait en être dangereux mis dans les mains de quelqu'un d'incompétent, parce que, écoutez, si vous enlevez toutes les aides à la conduite dans le véhicule, là, il devient vraiment quasiment une bête sauvage, là. Ça me rappelle quasiment,
Tu sais, les Dodge Viper, là, comment de gens qui se sont crashés avec ça, là, on dirait que ça me ramené à ces feelings-là. Ce véhicule-là me rappelle les Dodge Viper, en feeling de comment ça peut être dangereux, qu'on peut l'échapper. Ouais, pas autant qu'une Viper. Pas autant, là, mais tu sais, dans les véhicules d'aujourd'hui, je parle. C'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est qu'avec un VUS comme ça, on est plus haut de terre. Fait que des fois, on peut perdre le contrôle plus vite quand on le pousse comme une voiture. Tu sais, c'est un peu comme une M3, M4, mais plus haute. Fait que c'est plus facile de perdre le contrôle, puis on fait confiance au système intégral. Fait que des fois, le système intégral, il y a ses limites. Comme si on va conduire une Viper ou une Corvette, on le sait que le cul peut partir. Mais quand on fait trop confiance à son système intégral, des fois, on peut avoir des surprises. C'est pour ça que les gars, souvent avec des WRX, des STI, des Evo, etc., même des Audi, souvent, quand ils se plantent solide. Quand on le voit dans les encans, ces choses-là, le char est détruit. Mais c'est parce qu'ils faisaient trop confiance à leur système intégral. Fait que des fois, quand on est trop confiant puis on pousse trop dans le courbe, c'est là que l'on dérape pour de vrai. Oui, mais souvent, tu sais, tu parles des systèmes intégrales et tout, mais souvent, je dirais que le 3/4 des véhicules aujourd'hui sont un peu idiot-proof, je pourrais dire, parce que même si tu enlèves les aides à la conduite, ils restent tout le temps un peu là, pareil. Si ton véhicule est automatique, tu le mets en mode manuel, mais tu oublies de le shifter, il va shifter tout seul dans le 3/4 des cas. Fait que les gens, on dirait qu'ils sont comme « Ah, c'est pas grave », mais ce véhicule-là, le X4M Compétition, si t'enlèves les choses, t'as plus d'aide. T'es tout seul. Qu'est-ce qui est dangereux avec ces véhicules-là, c'est que si on sait pas comment faire notre setup un peu là, avec le M+, puis on enlève tout complet, c'est vraiment fait pour des pros puis la piste de course. Exactement. Si on le met en mode sport plus, il faut quand même garder un système de traction, d'antidérapage, ces choses-là. Enlever tout au complet. Faut être dans des bonnes conditions. Il faut que les pneus soient en santé, l'asphalte soit en santé. Puis on va se dire souvent, qu'est-ce qui est dangereux, c'est qu'au Québec, des fois, il y a beaucoup de roches, il y a beaucoup de saleté sur les routes, il y a des trous, il y a des bosses. C'est ça qui va venir nous faire perdre contrôle. Quand on regarde des gars qui sont sur YouTube, en Californie, en Floride, au Texas, mais il fait chaud, il fait beau, puis les conditions de route sont parfaites, puis des fois, ils sont dans les canyons, tout ça. C'est un petit peu poussiéreux, mais c'est jamais des conditions de merde comme qu'on a ici au Québec. Non. Bon, prochaine catégorie, notre coup de cœur dans les pick-up. Cette année, on a assez moins de pick-up. Habituellement, si on le compare aux saisons, on a commencé en 2017-2018, nos 3-4 premières saisons de Serroutier, on faisait beaucoup de pick-up. Oui. On était réputé pour essayer de beaucoup de pick-up. Cette année, COVID, etc., aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de lancements côté pick-up, on a eu moins de pick-up à l'essai. Oui. Quand il y a des lancements de pick-up, là, on va faire full le pick-up. On va essayer d'essayer plusieurs trim levels, qu'on pourrait essayer, plusieurs motorisations. Puis aussi, qu'est-ce qui est disponible sur les flottes de presse. Cette année, le seul pick-up qu'on a essayé, puis on l'a essayé vraiment en retard, c'était le F-150 avec le Power Boost dedans. Un modèle qui nous avait beaucoup déçus pour ma part. Moi, je m'attendais à beaucoup de Ford parce que quand même, j'ai passé beaucoup de temps chez Ford. Je faisais partie de l'équipe Build for Tough. Je faisais de la formation pick-up dans les concessionnaires. Fait que, tu sais, je suis vraiment calé pick-up Ford. Puis, en gros, le Power Boost m'avait déçu. Fait qu'à part de ça, qu'est-ce qu'on a essayé d'existant? C'était vraiment le TRX. Oui. C'est vraiment une bête, cette pick-up-là. Puis c'est le plus controversé aussi, hein? Il y en a qui criaient vous avez pas honte de conduire un véhicule qui pollue autant? Puis le monde a capoté de la consommation d'essence de ce pick-up-là. Mais nous, on l'a testé, puis on a fait les vrais tests, là, puis on n'a pas... on s'attend à la consommation qu'il y avait, mais c'était jamais... On s'est jamais rendu dans les chiffres qui ont sorti partout dans les nouvelles. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont dramatisé le tout, puis ils l'ont mis comme le poster du truck pollueur. On dirait que le TRX, maintenant, c'est le nouveau Hummer
H2 qu'on avait dans le temps. Là. De ce côté-là, regardez, nous, on est des gens de camions, on connaît ça. Moi, je suis un ancien propriétaire de Raptor. Fait qu'un Raptor ou un TRX, c'est pas mal le même style de véhicule. J'ai eu longtemps mon Raptor. Fait que moi, c'était un véhicule que j'attendais depuis longtemps parce que surtout, moi, de mon côté, mon Raptor, à un moment donné, je voulais avoir plus de puissance, je voulais mettre un supercharge. Fait que techniquement, je voulais faire un peu un TRX avec mon Raptor. Fait que de ce côté-là, comment je pourrais dire, j'ai adoré le TRX, le pouvoir était là, un camion qui était le fun, on pouvait jouer avec la suspension en mode Baja, elle sautait, elle levait, ça décollait, on peut pas le mettre en 2 roues motrices, ça c'était un petit peu fait pour pas casser le différentiel, puis casser le drive shaft, ces choses-là. Je trouvais qu'il était extrêmement bien fait, beau dedans, même là on considérait en acheter un. C'est juste que payer 120 130 000 $, puis on va se dire quand même, il consommait, là. Oui, il consommait quand même, mais il faut s'en attendre. Comme tu dis, on peut même pas le mettre en 2 roues motrices et tout. Ouais. Puis on s'entend, t'as un super moteur dedans. C'est certain que... On aime ça l'écraser. Mais ça consomme, là. À un moment donné, tu peux pas avoir un véhicule d'ultime performance avec 0 consommation. Mais d'un autre côté, on va arrêter de parler de consommation. C'était le pick-up le plus fun que j'ai jamais conduit. Oui. Beaucoup plus fun que tous les Raptors que j'ai conduits. On n'a pas essayé le nouveau Raptor avec la génération 3, là, la Gen 3 qu'on appelle. Il y a des rumeurs d'un Raptor R. Moi, je m'attends beaucoup du Raptor R. Moi qui est passionné Raptor, ancien propriétaire de Raptor. Puis une des grosses raisons pourquoi j'avais pas racheté un Raptor après avoir vendu le mien, c'était parce qu'il y avait un moteur EcoBoost. Puis j'étais pas trop fan du moteur. Je voulais avoir un V8 ou un V8 Supercharged. Tant qu'avoir un Super Truck, je voulais avoir un super moteur dedans. Fait que TRX, bon move. Puis je pense que les gars l'aiment beaucoup. Puis j'ai très hâte d'essayer le nouveau Raptor parce qu'ils ont fait des grosses modifications pour le Raptor, la génération 3, surtout à l'arrière, le côté de la suspension. Ils ont réglé des gros problèmes pour les amateurs de rendre hors route. Puis j'ai hâte de voir comment que ça roule sur la route. Autre, dans les pick-up, tout ce qu'on a essayé avec les nouveaux moteurs Duramax, on a été très agréablement surpris. Ouais, si on peut dire un coup de cœur dans un pick-up normal, c'est vraiment tous les GM avec le nouveau Duramax, ou même encore là, si on tombe dans des Suburban, etc. On a eu la chance de le tester à plusieurs reprises, en différents modèles. On a même fait un test d'économie d'essence. On affrontait d'autres journalistes à travers le Canada. On a réussi à faire des chiffres. Les autres journalistes, ils ont fait quasiment en bas de 7 litres au 100 km. C'est exceptionnel. Un très bon moteur. Peu importe ceux qui nous demandent quel pick-up qu'on les recommande, même si le dedans est laid des GM ou dépassé, mais là, c'est plus le cas en 2022, mais de ceux qu'on a essayé. Côté motorisation, le Duramax vaut vraiment la peine. Côté économie d'essence, performance, etc., etc. Beaucoup mieux que le EcoDiesel ou le Duratorque de chez Ford. De ce côté-là, un coup de cœur, on pourrait dire choix pick-up pour ceux qui ne veulent pas payer 120 000 pour un TRX. On recommande tout le temps la GM avec le Duramax. Oui. Il est pas vache au décollage, comparativement à plusieurs anciens modèles avec un moteur diesel. Puis qu'est-ce qu'on avait beaucoup aimé aussi, il fait moins de bruit aussi. Tu sais, c'est vraiment, on dirait pas qu'on conduit avec un moteur diesel. Moi, c'est ça que j'ai aimé beaucoup. Ouais, fait que de ce côté-là, c'était fantastique. Si on poursuit dans les pick-up, on a un nouveau modèle qui est apparu de chez Hyundai, le Santa Cruz. Ouais, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur pour une nouvelle catégorie de pick-up. Fait que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus des petits pick-up. Les gens voulaient des pick-up de cette grosseur-là. Les petits pick-up vont trop grossir avec le temps. Un Ranger, un Tacoma, etc. Même un Canyon, c'est rendu plus gros que ce que c'était dans le temps. Puis, moi qui ai travaillé chez Ford dans le centre de l'auto, quand ils ont enlevé le Ranger, les gens se plaignaient beaucoup qu'ils voulaient un petit pick-up. Puis quand ils ont sorti le Ranger, ils trouvaient trop gros. Puis j'avais eu beaucoup de plaintes de ce côté-là.
Fait que je suis vraiment content de ce côté-là que Hyundai vienne rentrer dans le game parce qu'ils n'ont jamais été dans le game avant. Fait que ça force les autres manufacturiers à changer la game aussi. Là, Ford avec le Maverick, il y a des rumeurs que GM va participer en espérant que Ram aussi saute là-dedans. Fait que c'est le fun d'avoir des petits pick-up pratiques, pas trop chers, d'entrée de gamme. Le Santa Cruz est un petit peu plus cher. C'est sûr et certain qu'on n'a pas essayé encore le Maverick. Ça va venir sûrement début 2022, selon moi. Un véhicule que j'ai très hâte à essayer. Mais de ce côté-là, mon coup de cœur est pour le move d'avoir créé une nouvelle catégorie de pick-up. Plus que pour le pick-up en tant que tel. Ouais. Il était correct, le Santa Cruz. Je trouve que c'était un pick-up plus de ville pour monsieur tout le monde qui était habitué avec des VUS de ville puis qui voulait avoir une boîte. Pour travailler, pour faire du sport, ces choses-là, je pense que le Maverick va être peut-être plus à sa place. Mais côté intérieur, c'était vraiment un fini comme un Tucson. Oui, vraiment. Fait que de ce côté-là, les gens qui étaient habitués dans des petits VUS de même n'allaient pas être dépaysés puis pas être dans un pick-up raw qui travaille. Fait que je trouve ça le fun qu'ils font des innovations comme ça. Puis je sais que les ventes des Santa Cruz, surtout aux États-Unis, présentement, vont très bien. Fait que c'est le fun à voir. Oui, ils ont répondu vraiment à une demande dans le marché. Maintenant, la portion catégorie VUS de luxe, on a mis le Genesis GV70 et le X3 M40i. Oui, comme qu'on ne reparlera pas tout du X3 M40i comme la dernière fois. La dernière épisode, on vous en a parlé beaucoup. C'est un essai routier qu'on a fait récemment. Un très bon package. On trouvait qu'il était très bien balancé. Le parfait entre côté sport, luxe, pratique, économie d'essence, performance, tout ça. Fait que de ce côté-là, on a beaucoup aimé le X3 M40i. Puis un nouveau qui frappe fort dans cette catégorie-là, c'est le Genesis GV70. Oui, GV70, très beau véhicule, qui a de la gueule. Je trouve que c'est un véhicule qui se démarque beaucoup des autres VUS. Quand on le voit passer dans la rue, on se rend compte qu'il est différent des autres, vraiment. Ouais, un super beau design, il n'est pas comme les autres. Oui. L'intérieur était débile, rouge, là, était vraiment là, d'un autre niveau, les coutures dedans, tout ça. Les performances étaient bien. C'est sûr que moi, j'ai un petit peu plus de la misère avec les motorisations Genesis. Là. J'ai moins de coups de cœur pour le moteur et la transmission, mais globalement, le GV70, c'est toujours dans le top 3, je pourrais dire. Là. Ah oui, puis le prix aussi, c'était très bien comparativement à d'autres VUS de luxe. De toutes les Genesis qu'on a essayé, moi, c'est mon préféré. Oui, moi aussi. Beaucoup vraiment. mieux que le GV80. Puis le G70, l'auto était bien, mais je pense que chez Genesis, s'ils ont vraiment une voiture qui est vendeur, qui est hot cake, que je pense qu'ils vont vendre plus que tous les autres modèles qu'ils ont, c'est le GV70. Maintenant, dans la catégorie des VUS de grande taille, c'est pas une surprise, on a mis le GMC Yukon puis le Cadillac Escalade. Oui, c'est sûr et certain que dans les VUS de grande taille, c'est le véhicule qu'on a acheté. On adore notre Yukon. Puis même si on essaie des véhicules à toutes les semaines, il n'y a pas un VUS de grande taille qu'on a essayé on pourrait dire, peut-être qu'on va considérer vendre notre camion pour l'échanger pour celui-là. Surtout avec la motorisation diesel. Nous, on est allé avec le V8 parce qu'on ne fait pas beaucoup de millage. On ne l'utilise pas tellement à chaque semaine. Mais comme j'ai conseillé à ma soeur, elle a acheté un Tahoe avec le Duramax. Je pense que si vous faites moindrement de la route, vous voulez quelque chose avec l'espace qui est capable, avec un vrai 4x4, emmener jusqu'à 8 personnes, même je pense qu'on peut aller jusqu'à 9 dans le Tahoe. C'est très, très dur à battre de ce côté-là. Surtout côté économie d'essence, là, même le EcoBoost ne peut pas arriver dans ces chiffres-là. Ah non, puis écoutez, comme je le dis, on a acheté, nous, c'était un modèle Denali. On hésitait beaucoup entre le Yukon AT4 et le Denali. On aimait mieux l'intérieur du Denali. On tripait pas sur le chrome, mais on a réglé ça. On a fait un chrome delete sur le véhicule. Oui. On l'a fait wrapper aussi. Tout noir. Puis écoutez, ça fait quoi? Ça fait combien de temps là, qu'on l'a? Ça fait au moins 6 mois qu'on l'a.
Puis, écoutez, encore, je me promène avec à chaque semaine, puis je tripe encore autant dessus qu'au jour 1. Fait que c'est vraiment un vrai coup de cœur testé sur le long terme. C'est sûr et certain que le modèle AT4, dans le temps, on pouvait pas l'avoir avec le V8 ou le diesel. Là, maintenant, il y a plus de disponibilité de ce côté-là. Fait que vraiment, de ce côté-là, c'est sûr que VUS de grande taille, on va le donner vraiment à GM. Fait que si votre budget est plus serré, allez avec le Tahoe. Si vous pouvez avoir quelque chose de plus luxueux, on irait avec le Yukon Denali. Pas obligé d'être full equip. Nous, on a un Denali plus de base. Puis pour le prix, il est très très dur à battre. Puis, si vous avez plus de budget, on recommande d'aller avec le Cadillac Escalade, avec le diesel. On peut avoir un camion qui a beaucoup, beaucoup de luxe, une bonne économie d'essence, un des plus belles écrans qu'il n'y a pas sur le marché, gros écran curvé, tout ça, super système de son, très confortable sur la route, un des plus confortables qu'il n'y a pas. Fait que de ce côté-là, surtout quand on y va avec un modèle sport, je trouve qu'il est très beau tout en noir. On aime les véhicules tout noirs, mais l'Escalade sport Platinum tout en noir, un véhicule très, très, très joli. Bon, on a un côté plus abordable pour la famille. Je sais qu'on fait juste parler de VUS qui partent à 60, 70 000 et plus. On a un coup de cœur quand même pour la Kia Carnival. C'est très le fun. Même celle qu'on avait essayée était trop équipée, je pourrais dire, pour Monsieur Tout-le-Monde. On n'a pas besoin des super sièges VIP. Modèle bien équipé, fun à conduire, très confortable. Oui, vraiment confortable. Fait que ce modèle-là donne une belle alternative pour Monsieur Tout-le-Monde, surtout quand on veut quelque chose de plus abordable, neuf. Kia Carnival, c'était le fun. Puis, il faut se dire aussi, là, des fois, là, comme on a essayé la Chrysler Pacifica Pinnacle, une très bonne vanne, mais on rentre dans le budget d'un Tahoe ou d'un Yukon. Puis, entre vous et moi, j'irais avec un gros VUS avant une vanne là, quand on tombe dans le 65, 70, 75 000. Oui, absolument. Bon, maintenant, dans la catégorie plug-in hybride et véhicules électriques, on a mis le Jeep 4XE et la Mustang Mach-E GT. Bon, on n'a pas eu la chance de faire beaucoup de véhicules électriques. Encore une fois, on n'est pas équipé. C'est quelque chose qu'on veut s'équiper dans le futur, d'avoir un chargeur à la maison de niveau 2. Ça va mieux pour faire des tests électriques et tous les avantages qu'il y a avec, comme une vraie personne qui a un véhicule électrique. Quand on a un plug-in hybride, on se débrouille bien avec juste sur le 110, là, niveau 1, on pourrait dire. Pourquoi un coup de cœur avec le Jeep Wrangler 4XE? Pour ma part, je trouvais que c'était un des seuls plug-in hybrides qu'on peut mettre en full électrique qui n'a pas été dénaturé. Oui. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que il n'y a pas des papillons puis des fleurs à l'intérieur, puis il n'y a pas des pneus pour faire du millage, tout ça. Ça restait un Wrangler Rubicon, ça restait le même camion, c'est juste qu'on avait changé la motorisation. Puis pour ma part, moi, c'est quelque chose que j'aime puis qui m'attire en étant passionné automobile. Oui, dans le fond, il gardait tous les avantages d'un plug-in hybride, puis on perdait rien. Tellement rien que on l'a testé en route, puis on s'est fait arrêter par quelqu'un qui pensait qu'on était en train de chasser en famille. Ouais, ça, c'était un petit peu bizarre. Des fois, on fait des shots un peu plus, comme on essaie d'être un peu plus dans le bois, puis il y a un chasseur qui nous a arrêtés, puis j'ai comme dit, tu t'aperçois pas que je suis comme avec ma famille, puis on est en train de filmer, prendre des photos, puis... En plus, t'étais habillé chic aussi. Ouais, je n'étais pas habillé en chasseur, puis j'ai dit, je fais même pas de son, j'avais pas remarqué ça, je t'inquiète pour mes chevreuils, là, puis j'étais comme... J'ai dit, la caméra qu'on a dans les mains, ça a-tu l'air d'une carabine? C'était ridicule. C'est des anecdotes qui arrivent souvent quand on essaie de filmer, puis tout ça. Fait que, en gros, regardez, on pouvait enlever les toits, les portes, tout ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi ça a été un de mes coups de cœur. Oui. La Mustang Mach-E GT, assez cool à conduire, vraiment. Ouais, un des premiers véhicules 100% électriques qui fait plus pour la performance, plus pour les passionnés. Je pourrais dire que je m'attendais un petit peu plus côté performance puis le fun à conduire. Mais si on le compare à d'autres véhicules électriques qu'on a eu à l'essai, c'est de loin un de nos préférés. Oui. Fait qu'à travers tous les essais qu'on a fait durant l'année, toi, c'est quoi ton
coup de cœur numéro 1, là, toutes catégories confondues. De tous les véhicules qu'on a essayés en 2021, mon gros coup de cœur, ça a été la BMW M5 Compétition. Je trouvais que c'était une des premières fois qu'on a essayé un véhicule au-dessus des 150 000 $ qui valait son pesant d'or. Un véhicule qui est très versatile, on peut le mettre en propulsion, en mode all-wheel drive, extrêmement rapide, très confortable, des super bons sièges, un super beau look, un véhicule qui prend sa place côté luxe, aussi attitude, mais qui flash pas trop, il est quand même sleeper. Les touches en carbone dessus, super, la dynamique de conduite. Puis aussi, c'est un véhicule en haut de 100 HP qui met vraiment la puissance au sol. On sait comment il va réagir. Si j'aurais un 4 portes, ce serait sûrement celui-là que j'achèterais si j'aurais le budget de 150 000 et plus. Oui, moi, dans mon cas, là, je dirais c'est vraiment le Mercedes-Benz G63 SAMG. VUS coupé que j'ai bien aimé. Puis c'est un peu drôle parce que c'est un coupé, puis souvent, on le dit, les VUS coupés, c'est plus les femmes qui trouvent ça beau. Puis j'ai fait le test, j'ai demandé aux gens sur Instagram qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis beaucoup d'hommes m'ont dit « Ouais, c'est un char plus de filles. Je sais pas pourquoi, nous, on aime ça. Puis écoutez... Non, toi, t'aimes ça. Moi, je le trouve pas beau. J'ai dit nous, là. Moi, je le trouvais beau. Moi, j'aime mieux le GLE normal. Là. Ben, je sais pas. Moi, je trouve qu'il est plus différent. Je l'aimais plus. La conduite et tout, le confort. J'ai vraiment trippé conduire ce véhicule-là. Il est autant beau dehors que dedans. Puis aussi, j'étais un peu nostalgique parce que Mercedes l'ont dit, ils vont plus faire de moteur V8 biturbo. Fait que je considère que ce modèle-là, c'est dans les derniers qu'on va avoir accès prochainement. Peut-être c'est le dernier V8 biturbo qu'on a conduit, malheureusement. Un autre véhicule qui est en haut de 150 000. Oui. Je trouve que moi, personnellement, je trouve que la M5 valait plus son pesant d'or. Là. Ah non, moi, j'avais vraiment un faible. Puis, tu sais, même pour un coupé, il y avait quand même assez de place à l'arrière et tout. Là. En tout cas, c'est un que j'ai bien aimé. Fait que ça, c'est nos coups de cœur de l'année. C'est vraiment ceux qui nous ont le plus touchés. Moi, j'aimerais ça, en 2022, avoir quelque chose qui surpasserait peut-être la M5. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'essayer le nouveau Cadillac CT5V Blackwing, transition manuelle, mais malheureusement, il est juste propulsion. C'est un peu pourquoi que le M5 est vraiment un de mes coups de cœur, c'est parce qu'il est adapté pour ici. Il est confortable, on peut rouler à l'année longue. Le all-wheel drive, il est fiable, ça met le power au sol. Fait que côté 4 portes berline, là, la M5 compétition va être dure à détrôner pour ma part. Ouais, mais le GLE 63S aussi était 4x4 avec le 4MATIC Plus. Ouais. C'est un bon camion. C'est juste que moi, je préfère plus la shape normale, autant qu'on est chez Mercedes que chez BMW. Je préfère le X5, je préfère le GLE pas coupé. Fait que de ce côté-là, ça, c'est un style. Regardez, même là, le X3, on a vu le X3 passer. Je préfère le X3 au X4, le X5 au X6. Coupé, je suis pas fan. Même là, regardez, le QX55, à chaque fois que j'embarque en arrière, j'ai de la misère à rentrer. Coupé, oui, le style est là, mais on sacrifie tellement. Moi, je peux pas donner mon coup de cœur à un VUS coupé. Non, mais j'aime pas toutes les coupées, là, mais celui-là, j'ai le 103S, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Ouais, il était le fun à conduire. C'est un bon véhicule. Là, en 2021, on a fait plusieurs essais. On vous a dit nos coups de cœur. On a aussi atteint certains buts, hein, Jules? Ouais, plusieurs milestones qu'on a accomplis. Autant la chaîne YouTube en anglais qu'en français, on a dépassé les 500 000 vues, les 1 demi-million de vues. Mon compte TikTok vient de tomber à plus de 25 000 abonnés en français. Fait que c'est gros quand même. On a beaucoup d'accomplissements. C'est sûr, on fait beaucoup d'efforts sur YouTube pour apporter plus de contenu. Maintenant, on a rajouté le podcast. Fait que le podcast aussi, c'est quelque chose qu'on parlait depuis longtemps, qu'on voulait rajouter. C'est sûr et certain, en ayant notre bureau Torque Army, ça l'aide beaucoup. Fait que on espère doubler ces chiffres-là en 2022. Si vous avez des suggestions de contenu que vous aimeriez voir sur la chaîne, faites-nous en part dans les commentaires. Posez-nous
vos questions aussi. Mais on travaille sur plusieurs projets pour 2022. Puis on essaye de se faire des projets qui ne seraient pas affectés par le COVID. Oui, aussi, là, on s'entend, le podcast, même si tout ferme, on vit ensemble, fait qu'on peut quand même tourner des podcasts. Parce que là, on va se le dire, au présent où on enregistre le podcast, on avait beaucoup de projets pour 2022, beaucoup d'événements de prévus, le Salon de l'Auto de Montréal et d'autres choses comme ça. On faisait partie de Expose ton char. Tout a été cancellé. On avait beaucoup travaillé sur ce projet-là. On était en contact avec les gens qui allaient présenter leurs véhicules, tout ça. Des passionnés qui ont pris le temps de venir filmer des épisodes avec nous, tout ça. Malheureusement, ça n'aura pas effet. Je ne sais pas si on va finir par voir ces vidéos-là. Ça reste un peu dans les mains de l'équipe du Salon de l'Auto. C'est sûr et certain que si ils finissent par publier ces vidéos-là, on va vous laisser à l'affût. Je vais rentrer en contact aussi avec tous les gens qui ont participé au projet. Pour l'instant, on est un peu dans l'incertitude, mais on s'en va pas vers une direction, je pourrais dire présentement, que peu importe l'événement, autant Montréal que Toronto, même Québec qui est plus tard au mois de mars. Côté salon l'auto puis événements en personne, je pense que ça vient tout d'être flushé solide pour 2022. Oui, à suivre, en espérant que ça se place à un moment donné. Côté courrier, on a reçu un gadget. Bon, on l'a pas reçu cette semaine, je voulais le tester avant. C'est une petite pompe à l'air, c'est un petit compresseur qui vient de chez Air Moto. Fait que c'est un petit truc. Des fois, on a des trucs qui sont reliés à l'automobile, qui viennent de la Chine. Fait que des fois, je reçois des emails qui sont écrits un petit peu du croche, qui sont durs à comprendre. Puis, c'est des produits chinois. Puis, avant de vous le présenter ou juste de le sortir de la boîte, je voulais vraiment le tester. Ouais, c'est déjà arrivé qu'on a reçu des produits qui... C'était juste pas bon. Ils ont presque pris en feu. On parlera pas de... Des fois, ils veulent nous envoyer des trucs, là, des lumières pour ajouter dans notre auto ou rajouter un autre compartiment qui va faire du rangement dans notre auto. On n'a pas besoin de ça. Hein. Là, je me dis, c'est une petite pompe que je peux emmener avec moi. Ça peut être pratique. Puis, je l'ai beaucoup utilisé dernièrement. J'ai un compresseur dans mon garage, mais c'est pas toujours le fun de le sortir, surtout l'hiver. Fait que lui, il est portatif. On peut gonfler autant des ballons que... peu importe ce que vous voulez gonfler avec ça. Mais moi, je l'utilise surtout pour voir la pression des pneus. Puis, de ce temps-ci, depuis qu'il commence à faire froid, les pneus changent beaucoup en PSI. Fait que la pression des pneus change. Puis, on se dit, modèle 2021-2022 sont sensibles sur les sensors de pression de pneus. Oui. Fait que ça sonne, c'est fatigant. Mais c'est correct, on check la pression des pneus. Cette semaine, on a un Volvo à l'essai pendant le temps des fêtes. Là, toute la pression des pneus a baissé. Hier, je l'ai tout ajusté, les 4 pneus avec mon petit compresseur. Il reste encore de la batterie. J'ai pas eu besoin de sortir mon compresseur dans la neige. C'était très génial. Ça coûte pas très cher. On peut l'emmener dans l'auto. On peut le rebrancher tout dans l'auto. Fait que si vous êtes comme moi un peu picky sur la pression des pneus puis vous voulez tout le temps que ça soit tout égal ou qu'il y a beaucoup de changements de température comme quand on a eu l'Alfa Romeo, etc., super pratique de ce côté-là. Fait que c'est un petit bidule que je recommande. On n'est pas payé pour la faire. On a juste eu le gadget pour le tester. Mais on l'a testé, puis jusqu'à présent, ça fait la job. On l'a aimé. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas en vidéo, là, écoutez, le mini compresseur a la même taille, je dirais, un petit peu plus gros qu'une tasse. Il ressemble à un ancien cellulaire avec une super longue antenne. Ah, mais elle se rentre, ça se rentre ici. Ah, ça se rentre en plus. Parce que là, je ne l'ai pas démanché. OK. Mais écoutez, ça ressemble vraiment à un ancien cellulaire. Ça se rentre de même. C'est bien fait. On s'en sert, on l'a bien aimé. Puis il y a différents bouts aussi. Là. Il va dans ma sacoche. C'est parfait. Fait que c'était ça pour cette semaine pour le courrier. Maintenant, on passe aux questions. On a reçu des questions sur TikTok. Je vais aller vérifier ça un instant. Bon, première question. Aimerais-tu essayer le Ram 3500 Turbo Diesel? Bon, on a déjà eu le 2500 Diesel sur la chaîne. Côté accès à avoir des gros camions 3500, surtout des dually avec les 6 roues, ces choses-là,
c'est extrêmement rare qu'ils vont mettre ça sur les flottes de presse. Fait que de ce côté-là, il faudrait aller vraiment côté concessionnaire ou privé. Concessionnaire, souvent, quand ils ont des doulis dans la course, surtout de ce temps-ci, c'est déjà vendu, ça fait longtemps. Fait que des véhicules qui sont plus durs à avoir, des fois, on fait des demandes spéciales. Comme cette saison, on a eu la chance d'avoir un GMC Sierra 2500 HD diesel AT4. Puis c'est une demande spéciale que j'ai demandé à GM de l'avoir parce qu'il n'était pas sur la flotte de presse. Ils l'ont fait venir littéralement d'une autre flotte, leur flotte marketing. Puis c'était un véhicule qui avait été utilisé pour les salons de l'auto. Fait que de ce côté-là, c'est des véhicules qui ne sont pas en grosse demande, je pourrais dire. Surtout au Québec, la part des autres chroniqueurs automobiles, il y en a beaucoup qui vivent en ville. Il y en a beaucoup qui sont moins pick-up ou sont moins spécialisés en pick-up. Fait que quand ils tombent dans du HD, des fois, ils sont moins connaissants ou ils n'aiment pas ça. Ou littéralement, ils n'ont pas la place pour stationner. Fait que c'est des véhicules que je m'ai fait dire souvent par les PR de tous les manufacturiers de pick-up m'ont dit c'est des véhicules qui personne ne voulait, puis ils ne prenaient pas, puis à la longue, ils ont enlevé des flottes de presse. Mais regardez, si on les demande, si on voit si les gens aiment ça, ils vont peut-être en remettre de plus en plus. Nous, sur nos chaînes, à chaque fois qu'on en a un, c'est des véhicules qui fonctionnent bien. On a eu le Ram, on a eu le Super Duty Tremor, on a eu aussi, c'est ça, on a fait 2 fois des HD de chez GM. Donc c'est vrai, cette saison, c'était... on a fait le Chevrolet Silverado. C'était l'autre année d'avant qu'on a eu GMC. Oui. Ouais, cette année, on a eu... Mais il était en même couleur, il était un petit peu mélangeant. Oui, c'est ça. Mais côté 3500, c'est très rare qu'on va l'avoir. Surtout des 6 roues, ces choses-là. Puis là, on tombe vraiment dans des véhicules spécialisés camions. Il faut être calé là-dedans. Il faut tirer aussi pendant notre essai routier pour vraiment l'essayer. Fait que c'est juste compliqué. Puis en gros, on veut le faire, mais c'est juste que... Ça prend de l'organisation. Il faut faire des demandes spéciales. Il Ouais. faut trouver même un trailer et tout, là, tant qu'à faire. Oui, c'est ça, pour le tester comme il faut. Fait que en gros, c'est juste qu'on a moins accès à ces véhicules-là. Deuxième question de Rocky V sur TikTok. Quel grand constructeur va s'en sortir le mieux en électrique dans les prochaines années, côté fiabilité, qualité et tout? Moi, j'aurais un penchant pour dire GM. GM Hyundai font des gros efforts présentement. Il y a des grosses compagnies en arrière aussi. Je pense que dans le coin de la Corée, LG est très fort pour les batteries. Même si on a eu des problèmes dans la dernière année, c'est des trucs qui vont être réglés. C'est beaucoup qui est en arrière des batteries, qui fait leurs batteries, etc. Puis comment qui s'adapte à la situation. GM, ils ont tous gardé un peu ce qui était des Woo en Corée, puis pendant des années de temps, ils ont perdu de l'argent un peu à garder tout ce qui était leur usine en Corée, puis ils ont fait des partenariats avec LG, tout ça, pour développer la batterie Ultium. Moi, je pense que GM, ils ont une grosse avance de ce côté-là, côté technologie. Si on met à part Tesla aussi, de ce côté-là, ils vont faire une grosse poussée technologique. Mais Tesla, j'aime pas trop ça en parler parce qu'ils font tout le temps des affaires un petit peu shady. Ils font beaucoup des mensonges, des fausses promesses. Fait que de ce côté-là, on n'est pas très fan de Tesla. Puis pour de nombreuses raisons, même s'ils sont avancés côté technologique, Il y a beaucoup de recours aussi. ils font beaucoup de trucs que personnellement, moi, j'aime pas. Fait que c'est pour ça qu'on hésite de parler d'un peu d'eux autres. Mais GM, même pour vous dire, une grosse réalité, c'est qu'ils sont tellement avancés dans leur batterie que Honda va utiliser leur batterie. Fait que, un gros constructeur japonais qui était réputé pour leur moteur, leur fiabilité, tout ça, qui développe même pas leur batterie eux autres mêmes, qui vont utiliser une batterie d'un Américain, ça veut en dire long. Hyundai ont investi beaucoup d'argent. Ils ont des grosses poches pleines, Hyundai, je pourrais dire. Puis même là, j'ai vu un article aujourd'hui qui dit qu'ils arrêtent d'investir dans les moteurs à gaz, dans les développements des moteurs à gaz. Fait que ça veut dire vraiment que de ce côté-là, moi je pense que Hyundai sont très très dangereux. Ils vont être très forts de ce côté-là. Ford font des partenariats un petit peu, tout ça. Je pense que côté allemand, je pense qu'ils vont faire des bons moves, mais ils n'ont rien sorti de révolutionnaire qui vont venir crusher la compétition. Moi, je pense que présentement, les gros joueurs à surveiller côté électrique, c'est GM et Hyundai.
Oui, puis GM, en plus de ça, ils ont développé leur nouvelle plateforme un peu planche de skate, si je peux dire, là, qui s'étire, qui font juste rajouter les batteries. Fait que ça va être toujours la même plateforme, mais on va mettre une coquille différente dessus, Exact. puis elle va s'adapter à chaque véhicule. Fait que de ce côté-là, là, c'est vraiment un move, je pense. Quand le produit va être développé, ça va être fiable parce que ça va être un peu toujours la même recette. Il n'y aura pas tout le temps un modèle qui va être vraiment différent d'un autre. Ça va être le nombre de batteries puis la longueur qui va changer. Ouais, il faut toujours surveiller aussi, comme je disais, qui est en arrière des batteries, comme GM, c'est LG, tout ça. Comment qu'elle a développé la batterie, tout ça. Comme tu disais, la plateforme skateboard, c'est très important. GM font ça. Hyundai vont faire la même chose. Ford ont vraiment changé la game avec la Mach-E. C'est pas un véhicule qui est révolutionnaire pour les performances puis l'autonomie. Juste la shape, puis avoir associé le nom Mustang à la Mach-E, c'était un gros move que Ford ont fait. Fait qu'est-ce que je vois présentement, c'est que toute la compétition copie Ford. Le Volkswagen ID4, c'est une Mach-E. Le nouveau Subaru, je me rappelle plus du nom, l'espèce de Toyota Subaru électrique, là, Solterra, je sais pas trop quoi. Ouais. C'est la même grosseur qu'un Mach-E. Ils font tout un espèce de VUS coupé, sport, la même grosseur, la même shape, les mêmes genres de performance, la même genre d'autonomie. On va se dire, là, ils n'ont pas grande imagination. Là. Puis ça, c'est un petit peu des crédits que je veux donner à GM. Avoir sorti le Hummer EV, faire le Cadillac Lyriq, ces affaires-là, ils font une différence avec les autres. Ils n'ont pas fait essayer de faire une espèce de Mach-E ou une espèce de modèle S. Ils ont fait leur propre truc. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que chez GM, contrairement aux autres manufacturiers, souvent, c'est les ingénieurs qui vont plus mener la game côté modèle. Tandis que chez Ford, la Mach-E, c'est un gros move marketing. C'est pas un mauvais véhicule, mais c'est un gros move marketing. Oui, puis moi, je trouve que ça allait pas bien passé. Les puristes de Mustang, il y en a beaucoup qui ne trippent pas sa Mach-E, ils comprennent pas qu'ils ont mis... c'est pas les mêmes propriétaires. Non, c'est ça. C'est comme s'ils ont changé complètement de braquette de marché parce que les vrais puristes de Mustang, ils trippent pas sa Mach-E. Parce que moi, j'étais habitué d'interagir avec les propriétaires de Mustang. Là, on a interagi dernièrement avec quelques propriétaires de Mach-E. C'est pas la même game. Il y a beaucoup de propriétaires de Mach-E. Ça se rapproche beaucoup à des propriétaires de Tesla. Là. Nous, là, regardez, on n'est pas brainwashé véhicule électrique. On va se le dire. Là, c'est pas parce que vous conduisez un véhicule électrique que vous sauvez la Terre. Nous, notre thinking, c'est un peu genre, tu consommes, tu pollues, c'est un petit peu comme ça. Dans mon avis à moi, aller prendre une voiture qui est dans une cour à scrap, tu la répares, bien ça, c'est recyclé, puis c'est toujours plus propre qu'avoir une voiture flambant neuve avec des batteries. En tout cas, dans ma logique à moi. Oui, ça, on n'embarquera pas là-dedans dans cet épisode-là. On fera un autre épisode peut-être là-dessus. T'sais. Fait que le move marketing de Ford, de mettre le signe Mustang sur la Mach-E, c'était pas parfait. Mais le move marketing de GM, de prendre l'icône pollution du Hummer, le rendre 100% électrique, ça, c'est un méga revirement. Ça ramène le Hummer vraiment en force. Je trouve ça, c'est vraiment badass. C'est un gros move. Dernière question qui nous vient de TikTok de la part de Manix Piche. Quelle sorte de voiture conseillerais-tu comme première voiture dans les voitures de performance? Ça dépend toujours du budget, ça dépend toujours de l'utilité de la voiture. C'est ça qui est dur à répondre à ces questions-là, c'est que est-ce qu'on va l'utiliser à l'année longue? Est-ce qu'on va la serrer pendant l'hiver? Est-ce que c'est une voiture neuve? Est-ce que c'est une voiture usagée? Je vais répondre de mes connaissances voitures neuves, je pourrais dire, parce qu'on fait beaucoup de voitures neuves. Côté, je pourrais dire, daily, qui est abordable, on aime beaucoup la Golf GTI. C'est un bon véhicule de performance, bonne dynamique de conduite, facile à modifier. Autant usagé que neuf, c'est un très bon véhicule. J'ai très hâte d'essayer la nouvelle GTI, la nouvelle Golf R. De ce côté-là, je pourrais dire hatchback, traction avant, j'irai avec une GTI. C'est sûr et certain, si on veut tomber avec un modèle traction intégrale, un Subaru WRX, WRX STI. Fait que la WRX, on peut toujours l'avoir en manuel, traction intégrale, super le fun, beau bruit original du Flat 4. Fait que côté modèle propulsion, il y a plusieurs options qui sont intéressantes. Mustang, Camaro, autant qu'un 4 cylindres qu'avec un V8. La nouvelle Z risque d'être très intéressante aussi.
Il y a des modèles qu'on n'a pas essayé, les nouvelles versions des BRZ, GT 86, ces choses-là. C'est un peu gros pour ces véhicules-là. J'espère qu'on va l'avoir à l'essai l'été prochain. Avec beaucoup d'options côté performance, tout dépendant du budget, tout ça, usagé ou neuf, tout ça. Fait que beaucoup d'options intéressantes. Ça dépend toujours de votre budget, mais côté performance, j'ai quand même beaucoup d'options. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous mettre vos questions en commentaire et on se retrouve dans un prochain Podcast. Big time.